Madame, monsieur, bonjour. Bonjour à tous. C'est la revue des grandes unes. Nous sommes vendredi et c'est la dernière édition de la semaine. Avec la presse disponible en kiosque ce matin, la nouvelle expression parle de course à l'enrichissement des Camerounais escroqués à l'appel. C'est le grand titre proposé par le tabloïd qui explique simplement que malgré notamment les multiples cas d'entreprises de Femania qui ont déjà disparu, emportant des milliards de leurs clients, d'autres Camerounais à la recherche du gain facile ont encore réussi l'exploit de tomber dans les filets d'autres bandes organisées au vu et au su donc des pouvoirs publics. C'est à lire en page 3 du journal La Nouvelle Expression ce matin qui parle aussi d'un Konsamba, une usine d'armes démantelée selon notamment les forces de défense. L'unité artisanale était donc destinée à ravitailler les séparatistes anglophones du sud-ouest et du nord-ouest. C'est en page 2 du journal ce matin. Le journal parle également des devoirs de mémoire. Thomas Sankara, un héros, le 15 octobre 1987, il y a exactement 33 ans. Donc Thomas Sankara, le président du Burkina Faso, est froidement assassiné avec 12 de ses compagnons. Le journal explique tout cela en page 11 ce matin. Le même journal s'intéresse également au régional. Eno Abrahams, EB, fait donc le point. Fraude à Mouyouka dans le sud-ouest, dispositif sécuritaire contentieux préélectoral sont des sujets évoqués par le président du conseil électoral. Je vous invite à lire la suite, notamment ce matin en page 15, en page 5. Le même journal s'intéresse aussi à d'autres actualités que vous aurez l'occasion de découvrir si vous faites un tour en kiosque ce vendredi. Le journal L'Œil du Sahel parle donc de Selbé Daran dans la Damawa avec le chef déchu donc pour avoir menti sur ses origines. C'est ce qu'on peut découvrir en page 9 du journal. Le journal parle également de Drag Manara, le clin d'œil de Paul Biya au Grand Nord. C'est en page 3 du journal. Le même journal s'intéresse aussi à Marois Premier. L'élection du maire à reprendre donc le 27 octobre prochain. C'est ce qu'on découvre donc en page 5 du journal disponible en kiosque. Le même journal s'intéresse également à l'actualité avec également le messager aussi qui parle du sérail. Le pouvoir veut broyer Camto, c'est le titre proposé par le tabloïd de ce matin. Le messager fait savoir que la réponse du gouvernement au communiqué de presse du haut commissariat des Nations Unies aujourd'hui des droits de l'homme trahit notamment la volonté du régime de laminer le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est ce qu'on va découvrir en page 3 du journal ce matin. Le journal parle également de pénurie du livre L'alternative de Enemy Education à lire dans le journal ce matin également. On s'intéresse également à l'atteinte de la liberté de la presse au Cameroun vers la fin de l'impunité contre les bourreaux. C'est le journal qui propose le sujet en page 9 ce matin. C'est le messager. Et Mutation pour sa part parle de Make It Investment avec notamment le syndrome Milda. On le découvre également dans le journal ce matin avec notamment des milliers de soupçons ou des souscripteurs qui réclament de l'argent à ce projet qui dit être donc spécialisé dans le trading de la cryptomania ou la crypto-monnaie. Donc on peut le lire également dans le dossier proposé par le journal. Mais le gouverneur de la région du centre décide donc de sa suspension. Le spectre d'une autre escroquerie de masse qui plane donc à lire en page 7 du journal. Mutation disponible en kiosque ce matin qui a également d'autres informations aussi. Le quotidien Le Jour pour sa part parle de défense des libertés, péril sur la fonction d'avocat, les entraves donc à l'exercice de la profession dans les unités de police, de gendarmerie et devant notamment les cours des tribunaux aussi prolifèrent. C'est le journal qui a d'ailleurs recensé quelques points importants dans le dossier proposé par le tabloïd ce matin. Je vous invite d'ailleurs à lire tout cela dans le quotidien Le Jour. Le journal parle également de la taxe sur les téléphones. La BEAC n'a pas encore validé. C'est ce que le journal propose également ce matin. Et puis Émergence parle du Cameroun. Pourquoi Paul Biya a-t-il peur d'une révision du système électoral? C'est une question, mais 12 experts s'affrontent déjà autour de cette question dans le numéro disponible en kiosque ce matin, comme tous les vendredis. Le même journal parle également de commune de Garoua-Boulaye, le geste du nouvel exécutif en faveur de l'éducation de base, c'est ce que le journal propose aussi, et toujours dans la presse ce matin. Le journal Le Soir hebdomadaire s'intéresse également à l'actualité, parle de sécurité routière, opération zéro accident sur nos axes routiers. C'est d'ailleurs l'opération menée par le ministère des Transports. C'est ce que je vous invite d'ailleurs à lire ce matin, et également d'autres informations
informations aussi, parlant de visites au CRESA avec Betty Assomon en mode inspection. C'est ce que le journal propose également ce matin. Le journal économique qui en kiosque parle de décentralisation. Une réflexion sur la promotion des petites et moyennes entreprises avec le journal qui propose tout un dossier avec une séance de travail qui vient donc d'avoir lieu à cet effet entre les maires, les parlementaires et notamment l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises. Donc Aboubakar Baba ou Abo, aujourd'hui le maire de la commune de Bédel, qui aujourd'hui a proposé des solutions importantes pour améliorer notamment le fonctionnement des petites et moyennes entreprises au niveau notamment des localités. C'est à lire dans la presse également ce matin. Cameroun Tribune parle de rentrée scolaire et académique 2020-2021 sur la bonne lancée. C'est ce que le journal propose dans le dossier. Cameroun Tribune fait savoir que 2 semaines après le démarrage des cours et au lendemain donc de la reprise des activités académiques dans les institutions universitaires publiques et privées, une ambiance de sérénité règne donc sur l'ensemble du territoire national malgré notamment le contexte sanitaire difficile, même dans des régions en proie aux crises sécuritaires. L'engouement pour un retour des enfants à l'école est donc perceptible. C'est un dossier que je vous invite à lire ce matin de la page 13 à la page 15 du journal Cameroun Tribune, disponible en kiosque ce matin. Le journal Éco-Santé s'intéresse au CHAN 2021, CHAN 2022. Le ministre de la Santé publique démantèle donc les aires de jeu des stades. C'est un dossier que je vous invite également à lire ce matin dans le numéro disponible en kiosque. Voilà ce que la presse, parue à notre rédaction, nous propose et vous aurez l'occasion vous aussi de lire ce que la presse également a proposé comme dossier et également article important. Georges Semé, bonjour et bienvenue. Merci à vous, M. Nogo. Bonjour à tous nos téléspectateurs, surtout à nos fans du côté de Mangamba, c'est un pays à bord. C'est un petit village de l'arrondissement de Fico. Je peux vous rassurer que nous avons beaucoup de fans là-bas. D'accord, merci. Allez, bonjour à toutes ces personnes qui regardent, qui suivent religieusement les programmes d'Equinox Télévision, notamment la revue des Grandes Unes. Bonjour Camille. Bonjour Fabien Valondongo, mais vous savez que de ce côté-là, on préfère dire un pays bancoun. Bonjour Josémin, bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci. Je dois dire que j'ai suivi avec beaucoup d'attention votre excellente émission Regard Social hier soir, consacrée au crime passionnel. Mais je pense que vous m'avez oublié, vous avez oublié ce que je pouvais vous apporter, parce que spécialiste des enquêtes criminelles que je suis, j'ai eu l'occasion pendant ma longue carrière de faire de grandes enquêtes sur de gros crimes passionnels qui ont été perpétrés au Cameroun. Je vous rappellerai par exemple l'affaire Mamba. À Mamba en 1983, quand un chasseur dépité d'avoir qu'un blanc lui ait soufflé sa fiancée, il est arrivé, il a tué le blanc, tuer la fille, tuer le cousin de la fille, tuer le frère de la fille, tuer le père de la fille, et il s'est suicidé. Ça, on appelle ça un mass crime, un crime passionnel de masse. Il y a par exemple l'affaire Betty. D'accord. Betty Etienne, je vous donne un autre Betty Etienne qui est oui, nous aurons d'autres occasions. Vous serez sur le plateau et vous allez partager avec non, c'est pour ça que je dis que vous avez oublié que je vous pouvez apporter beaucoup d'informations. Je sais que vous avez beaucoup à nous apporter et apporter également à nos chers lecteurs, j'allais dire téléspectateurs, qui sont aussi nombreux à regarder ce programme, Regard Social, tous les jeudis soirs, dès 21h sur Equinox. Merci de rappeler également. Non, c'était juste une petite mise au point, c'est tout. Voilà, merci. Alors, avec vous, nous allons nous intéresser donc au dossier proposé et au sujet proposé par la presse ce matin. Avec vous, on constate que la Nouvelle Expression s'est intéressée à un phénomène qui, ma foi, avait peut-être disparu, mais qui revient en force. On parle de course donc à l'enrichissement avec des Camerounais escroqués à l'appel. Georges Semé, vous avez lu l'article ce matin. Ça rappelle quand même l'affaire Milda aussi. Ça rappelle effectivement l'affaire que vous venez d'évoquer. Mais cette autre affaire qui est aujourd'hui évoquée par nos confrères de Cameroun Tribune, de mutation et de la Nouvelle Expression que vous citez, est liée à cette nouvelle affaire Make It Invest qui n'arrête pas d'écumer les colonnes. Je pense que les Camerounais aujourd'hui veulent à tout prix arriver à un enrichissement par tous les moyens. On le fait aujourd'hui en agressant, on le fait en profanant des tombes, on le fait en attentant à la vie privée des personnes et on le fait malheureusement avec une organisation scientifique qui permet d'amasser de l'argent au détriment des intérêts légitimes que vous avez présentés à l'autorité ou alors que vous avez présentés à ces clients-là. Il s'agit de quoi? On vous promet de l'argent avec des taux de rémunération
alléchant à des termes très réduits. On vous les promet, et vous allez y mettre quelques centaines de milliers de francs ou alors des millions, une, deux, trois fois. Vous avez effectivement cette rémunération, et puis à un certain moment, vous ne voyez plus rien venir. Et dans l'enquête que moi j'ai commise il y a quelques jours, je me suis bien évidemment rendu compte que Make It Invest, qui ne fait pas que dans ce type d'opération, est aujourd'hui taxé de nouveaux MIDA avec le phénomène que vous venez d'évoquer. Le président, directeur général de Make It Invest était à Douala le week-end passé, le samedi, où il a donné un point de presse où il présentait effectivement l'offre de Make It Invest, qui n'a pas seulement créé au trading ou alors au placement d'argent. Il a également une société de communication, le BTP, etc., et même la crypto-monnaie, etc., etc. Mais je crois que dans le volet placement d'argent, il y a quelques grincements dedans. Donc il appartient aujourd'hui à nos autorités, comme ça a été le cas avec l'affaire MIDA, qui n'est pas encore tout à fait finie, de se pencher également sur ce nouveau phénomène, sur ce phénomène Make It Invest, qui a été un moment alléchant, mais aujourd'hui qui fait beaucoup de personnes fâchées. J'ai vu le titre de Cameroun Tribune qui a indiqué qu'il y avait 1000 personnes qui avaient été escroquées par cette entreprise au niveau de Douala, et certainement dans d'autres villes de la République, il y a d'autres personnes qui ont été impactées négativement par les actions de Make It Invest. Donc je crois qu'on va approfondir l'enquête et on en saura davantage. Mais Make It Invest ne fait pas seulement dans le placement d'argent, ils y mènent d'autres activités, et celui d'ailleurs qui est à la tête de cette entreprise est un journaliste de formation qui s'est muté en d'autres opérations économiques. En soi, c'est à saluer, mais que ça s'achève en queue de poisson tel que c'est présenté aujourd'hui par les médias, je crois qu'il y a quelque chose quand même à revoir. D'accord, en tout cas, c'est selon notamment des cris de ceux-là qui ont investi de leur argent et qui estiment qu'ils ont été, je veux dire, escroqués. Je préfère utiliser le mot parce que c'est le titre, c'est selon le titre de la Nouvelle Expression ce matin. Et là, même si on parle quand même qu'il y a plus de 1000 personnes indexées ou tout concernées par cette opération, il y a quand même, à Douala seulement, le journal Mutation nous apprend que c'est le syndrome MIDA qui se poursuit. Moi, je pense que la direction de la police judiciaire du Cameroun, qui a un sous-directeur des affaires économiques et financières, devrait se pencher énormément sur ce genre de phénomène qui tend à se proliférer au Cameroun, qui n'est pas nouveau, mais en réalité, qui n'a pas été inventé au Cameroun. Vous savez, ce que la MIDA a fait, ce que cette société est en train de faire, c'est ce qu'on appelle la pyramide de Ponzi. La pyramide de Ponzi, Charles Ponzi est un escroc italien qui, au début du siècle, a créé un système par lequel, à travers un montage fait de pyramides, c'est-à-dire que amène les gens à espérer gagner de l'argent. Il y a des gens qui viennent cotiser de l'argent en se disant qu'ils vont gagner chaque mois, mais pendant qu'ils sont en train de cotiser, il y a d'autres qui cotisent et les premiers sont rétribués avec l'argent que les autres donnent et vice-versa, c'est-à-dire ça fait que monter, les gens donnent de l'argent, l'argent donne de l'argent et l'argent en réalité tourne avec l'argent des gens qui sont en train de donner de l'argent au fur et à mesure qu'ils ont l'impression ou ils sont convaincus que les autres sont en train de gagner. On a vu ça avec la MIDA où on a trouvé faramineuses sommes d'argent qui étaient données par des Camerounais qui étaient des petits épargnants. Mais ce n'est pas nouveau Cameroun. On a vu par exemple sur une plus grande échelle comment l'escroc Madoff a roulé des banques. Ça a été par le même principe de la pyramide de Ponzi. Donc moi je pense que nos autorités qui ont les yeux bien ouverts et cette société-là, mais qui travaille au grand jour, hein. Il y a des communiqués, il y a des publicités, c'est-à-dire que tout est fait au grand jour et les gens se font plumer au grand jour. Je pense que là aujourd'hui, nos responsables chargés des affaires judiciaires, des affaires criminelles, des affaires économiques, des enquêtes financières, devraient comprendre qu'il y a une nouvelle stratégie à mettre en place pour aller contre justement ces escroqueries économiques, contre les pauvres populations, parce que vous savez que c'est en période de crise, en période de disette, que les gens se disent que comment faire pour fructifier mon argent. Et avec cette affaire Make It, vous allez voir, ça va, alors que l'affaire MIDA n'est pas encore terminée, alors que les acteurs de MIDA sont encore en prison, le verdict n'est pas encore prononcé, et les gens n'ont pas encore complètement récupéré leur argent. Voilà encore une autre Make It qui arrive, et il y en a d'autres encore. Donc moi je pense que là aujourd'hui, nos autorités devraient ouvrir leur œil le bon, et se dire que ce n'est pas tout de traquer seulement les gens qui volent l'argent à la tête de l'État, mais même les gens qui viennent gruger les pauvres populations qui déjà ont
ont de petits moyens, mais qui se font rouler et qui n'auront que leurs yeux pour pleurer. D'accord, alors c'est un dossier, en tout cas, un sujet qui fait le tour des tabloïds ce matin, avec la Nouvelle Expression qui propose d'ailleurs toute une enquête menée aussi, et le journal Mutation, Cameroun Tribune et bien d'autres aussi qui s'intéressent à ce sujet. Je vous invite d'ailleurs à lire le traitement qui est réservé selon les tabloïds, et en même temps, on va parler d'autres choses aussi dans la presse, parle de Consamba avec une usine d'armes démantelée. On voit bien que c'est les forces de défense qui ont réussi quand même à mettre la main sur cette usine-là, qui était spécialisée dans la redistribution des armes aux séparatistes armés, anglophones bien entendu. Et c'est le journal qui est revenu et nous relate un peu ce qui s'est déroulé à la suite, notamment de cette arrestation et interpellation. C'est en effet une information sécuritaire extrêmement grave. On se souvient qu'il y a une prolifération d'armes légères et d'armes de moyen calibre du côté de la zone anglophone où il sévit une crise sécuritaire et on se demande bien d'où ces armes viennent. C'est vrai que ces deux régions ont des limites frontalières avec le Nigeria voisin où il y a une forte activité de contrebande, pas seulement armée, et il y a d'autres produits également. On se demandait d'où vient ces cargaisons d'armes. Donc nos forces de l'ordre ont mis la main sur cette usine artisanale, cette industrie artisanale de fabrication d'armes artisanales qui ravitaillait les sécessionnistes. Donc je pense que c'est un bon coup à mettre à l'actif de notre armée. Mais je me souviens également qu'il y a quelques mois, la gendarmerie nationale, le groupement du Vouri, a mis la main sur un individu qui ravitaillait également d'une autre façon les sécessionnistes. Mais lui, il donnait plutôt des vivres, de la nourriture, etc. Et lui, il recevait des armes avec lesquelles il se déployait pour agresser les gens à Douala. On avait annoncé, on avait signalé la filière du côté de Consamba, mais également du côté de la région de l'Ouest. Donc, je ne sais pas si c'est le déroulé de cette enquête qui a permis qu'on mette la main sur cette usine-là, mais je crois quand même que pour des questions sécuritaires, il faut quand même tirer un coup de chapeau à notre armée qui est taxée de temps en temps d'une armée qui n'est pas du tout républicaine, qui n'est pas loyale, mais qui peut parfois s'illustrer par des coups d'éclat comme celui de Consamba. Coup de chapeau aux forces du maintien de l'ordre qui ont mis la main sur un fabricant d'armes. Ce n'est pas une usine d'armes, ce n'est pas ce qu'on peut appeler une usine d'armes. Ça ne se fabriquait pas sur le plan industriel. C'est un monsieur, un petit malin, qui savait fabriquer une arme avec les principes connus. Oui. Hein, le percuteur, le canon, et tout ça, la mise à feu. Donc, c'est des individus comme ceux-là qui fabriquent les genres de fusils que l'on utilise souvent dans les cérémonies, dans les deuils et tout ça. Ce n'est pas des fusils qui sont achetés à la boutique, c'est des fusils qui sont fabriqués par des individus qui connaissent le fonctionnement de percussion d'une arme à feu. Donc, les forces de l'ordre viennent de mettre la main sur un de ces individus qui, tranquillement, dans son petit coin, fabriquait des petits fusils et des petits pistolets à 2 coups qui sont mortels d'ailleurs. Mais ce monsieur-là, conclure tout de suite qu'il est livré forcément aux sécessionnistes, c'est peut-être aller vite en besoin, c'est les enquêtes qui l'établiront, mais déjà, il commet le délit, le crime de fabriquer des armes, il n'en a pas le droit, il n'en a pas la qualité, et ces armes-là, effectivement, c'est pas pour donner des caresses ou donner des bises aux gens. Donc, des gens comme ceux-là, il faut les rechercher, et on sait très bien qu'on peut les retrouver facilement. On en a retrouvé un en Consamba, peut-être qu'il en existe quelque part au fin fond du quartier de Makepe ou du fin fond du quartier de Onaberi, mais il y en a comme ça, ils sont disséminés, qui la nuit fabriquent tranquillement des armes, les emballent et les livrent. Parce que quand vous voyez ces petits malfrats qui agressent des gens dans des snacks et dans des cabarets avec des armes artisanales, ils ne vont pas les chercher au Nigeria. Ils ont des gens qui savent, qui peuvent les leur fournir facilement et peut-être même les leur louer. Donc en voilà un qui est tombé dans les filets de la gendarmerie, mais c'était tout de même pas une usine. Voilà, en tout cas, il devra dévoiler... Artisanal quand même. Oui, en fait. Une petite unité artisanale. Et qui, des armes qui tuent, vous avez dit. Qui ne donne pas des bises. Très bien. En tout cas, la Nouvelle Expression nous propose le sujet en page 2 ce matin. Le même journal parle également du devoir de mémoire avec Thomas Sankara, un héros, tout en rappelant quand même le 15 octobre 1987,
il y a exactement 33 ans, Thomas Sankara, le président de Burkina Faso, est donc froidement assassiné avec 12 de ses compagnons. Je vous ai toujours dit ici que dans l'évocation de l'histoire, je n'aime pas beaucoup le terme de héros. Le thème de héros, c'est trop grand. L'histoire des pays est faite par des hommes de chair et de sang, des hommes qui ont des qualités, qui ont des défauts, qui ont des ambitions et qui commettent même des erreurs. Et Thomas Sankara est mort un 15 octobre 1987. C'était un jeudi. Et c'était hier, le jeudi 15 octobre. Et Thomas Sankara, c'est vrai, c'est quelqu'un qui avait vraiment un cœur gros comme ça pour le Burkina Faso, une ambition comme ça pour ce pays, pour l'Afrique, pour l'Africain, pour la dignité de l'Afrique. Et il a renversé un régime militaire qui asservissait les Burkinabés avec Thomas Sankara et ses amis, parce qu'ils n'étaient pas seuls, ils étaient quatre. C'était quatre, vous le savez bien. Ils ont réussi non seulement à redonner une fierté nouvelle au Burkinabé et à nous remettre le pays, à mener le pays à regarder dans une autre direction. Mais seulement Thomas Sankara, sur le plan de la gouvernance de sa révolution, a péché. Il a commis des erreurs. Et ces erreurs-là, personne ne les relève. Personne ne sait que, du moins peu de gens se souviennent que la veille de la mort de Sankara, le 14 octobre 1987, il avait tenu un conseil de ministres au cours duquel il avait installé une unité militaire qu'on appelait la FIMATS, qui ne devait pas dépendre du ministère de la Défense, mais du ministère de l'administration territoriale. Et ce que cette FIMATS-là devait être confiée à qui? Au garde du corps de Sankara, qui n'était même pas un militaire. Ce qui avait rencontré l'opposition de Compaoré, l'opposition de Lingani, l'opposition de Zongo. Mais tout simplement parce que les amis de Sankara, qui autour de le lobby autour de Sankara, lui avaient dit qu'il faut une armée pour te protéger parce qu'il peut y avoir un coup d'État. Or, le 14, je dis bien le 14 octobre, il y a eu comment on appelle ça là? Un réaménagement? Non, pas un réaménagement, c'est-à-dire qu'un conseil ministériel. Auquel Compaoré qui n'a pas assisté parce qu'il savait que c'était en fait le moment pour Sankara de décider d'enterrer la création de cette FIMATS-là. Compaoré n'a pas assisté à cela. Mais le lendemain 15, il y avait par contre une rencontre prévue chez Thomas Sankara à 20h. Il y a beaucoup de gens qui avaient dit à Compaoré que si tu vas là-bas, c'est pour te tuer. Donc on se dit que ça a été en réalité une sorte de règlement de compte de Django tire toujours le premier. Sankara est mort, mais Sankara est mort un peu dans le sens de ce principe qui nous dit toujours que la révolution mange toujours ses enfants. Vous n'avez qu'à revisiter les révolutions, hein, de la révolution française à la révolution russe, iranienne et tout ça. Les gens qui font la révolution, à un moment donné, ils se bouffent entre eux. Et c'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. Sankara, le premier, a été tué, mais seulement les gens oublient que Lingani et Zongo ont été aussi tués 2 ans plus tard. Au moment où Compaoré, qui tenait le pouvoir, était en Russie, il avait allé faire un tour en Russie. Il y avait le célèbre général Diendéré, qui n'était pas encore général, qui s'occupait de la sécurité, a arrêté Lingani Zongo à 6h du matin, les a présentés devant la radio comme auteurs d'une atteinte à la sécurité intérieure. Ils sont passés au tribunal militaire à 11h, ils ont été fusillés à midi. Et Compaoré est donc resté seul. Il est resté seul au Burkina Faso. Il a tenu le Burkina Faso pendant 27 ans. Et on ne peut pas dire qu'il n'a pas bien géré le Burkina Faso pendant 27 ans. Parce que tout compte fait, la gestion de Compaoré a été une gestion quand même assez efficiente. Mais les gens se souviennent que Sankara, qui avait allumé la flamme, qui avait présenté comme un véritable symbole, par sa jeunesse, par son discours et par sa volonté, c'était quelque chose de nouveau. Mais l'appeler héros, je n'aime pas quand on appelle les gens des héros. Parce que l'histoire n'est pas faite par des héros d'un côté et des anti-héros. Non, pas des anti-héros. Des actions qu'il a menées. De grandes figures de l'histoire. Moi, je préfère. C'est beaucoup plus sérieux. Héros, c'est la même lecture que vous faites. Au-delà de ce que le doyen vient brillamment de présenter, je crois quand même l'homme Thomas Sankara continue de fasciner, son œuvre également. Au moment où nous ressentons encore en Afrique ces velléités impérialistes qui viennent de l'Asie, de l'Europe, des États-Unis, alors que lui, à son époque, Thomas Sankara était contre cette vision impérialiste sur les États africains. Tout à fait. Ça devrait, une fois de plus, nous interpeller. Le côté gouvernance également devrait nous saisir ce matin parce qu'il n'était pas très adepte de la gabégie. Il était d'une modestie managériale incroyable. On avait de la peine à s'apercevoir qu'il est un chef d'État. Il joue au foot avec ses ministres, il allait dans des lieux peu orthodoxes pour un président, pas comme
la plupart des présidents qu'on voit aujourd'hui qui se terrent dans des murs, des murs paradisiaques. Lui, il allait partout et à peine se comportait comme un président. Il circulait à Renault 5. Il circulait à Renault 5 ou 4, je ne sais pas. Non, mais je crois que ça devrait nous interpeller encore aujourd'hui et la nouvelle expression a bien fait de rappeler ce qu'a été Thomas Sankara, son œuvre et je pense que les autres médias auraient pu suivre également la ligne de Cameroun. Le temps de l'histoire. Non, de la nouvelle expression, mais malheureusement, on s'est prêté à d'autres informations qui nous renseignent pas toujours sur ce qu'a été Thomas Sankara. Et pourtant, il a laissé une riche activité qui devrait nous concerner aujourd'hui. D'accord. Alors, ceux qui vont acheter la nouvelle expression ce matin pourront lire tout cela en page 11. Et Émergence de ce jour, comme d'habitude, nous propose une question. Pourquoi Paul Biya a-t-il peur d'une révision du système électoral? 12 experts s'affrontent déjà autour de cette question. Encore une question très intéressante de nos confrères d'Émergence. Si mes souvenirs sont bons, je crois que le code électoral du Cameroun, pour ne pas dire que le code a été révisé en 2012, après qu'il y ait eu des petits remous du côté de l'opposition pour voir évoluer ce texte fondamental pour notre système électoral. Mais là, on parle du système électoral qui ne concerne pas seulement le code, qui concerne également l'organe en charge d'organiser les élections, mais également toutes les autres institutions qui rentrent dans le processus électoral, la Cour suprême, les tribunaux, etc., et même le ministère de l'administration territoriale. Donc, je pense que la question est fondamentale aujourd'hui, au moment où la plupart des partis politiques, joints par la société civile et même la communauté internationale, estiment qu'il faut, une fois de plus, que le système électoral du Cameroun évolue. Là, je ne parle pas du code, je parle de tout un système. Mais je pense également que pour gagner une élection, il ne suffit pas toujours d'avoir un bon code. Il ne suffit pas toujours d'avoir un système électoral voulu, comme on veut, toiletté comme on veut. Tout simplement parce que lors de l'élection d'octobre 2018, j'ai fait quelques bureaux de vote ici à Douala et je me suis rendu compte qu'avec ce système électoral, M. Kamto, par exemple, a battu le président de la République dans la région du littoral. Toujours avec ce système électoral, M. Cabral Libi, du côté de la cité par exemple, il a laminé M. Biya et M. Kamto. Donc ça veut dire qu'il est bien possible de renverser un pouvoir avec ce système électoral, bien que je sois partisan de ce que ce système, ce code soit toiletté aujourd'hui. Donc, il appartient donc d'abord aux formations politiques qui veulent conquérir le pouvoir de faire une introspection. Est-ce que nous avons la ressource humaine nécessaire pour affronter le mastodonte qu'on a aujourd'hui en face de nous? Est-ce qu'on a bien cohabité avec les autres partis d'opposition pour renverser encore ce mastodonte? Est-ce que nous avons les moyens matériels? Est-ce que donc le code électoral, le système électoral n'est qu'une partie du combat politique qui peut mener à une alternance? Ce n'est pas tout le combat. Donc, alors, dans les réponses à toutes ces questions vont permettre certainement la réponse, certainement, c'est que pourquoi Paul Biya a-t-il peur de la révision de la Constitution? Je dirais tout simplement qu'il veut bien, il a conquis ce pouvoir, il veut bien le maintenir et c'est vrai qu'il a lâché du lest en 2012 en toilettant le code électoral, mais je crois que c'est de bonne guerre politique. La personne qui a le pouvoir veut absolument le conquérir, malgré que tout autour ou alors à l'étranger, il y a des velléités de révision, mais je pense que la dynamique, pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est de le conserver. Mais je crois qu'il faut tendre l'oreille à ces voix qui participent de ce que le système électoral devrait progresser. On le voit bien à travers cette question, il y a déjà 12 experts. Mais alors que vous attendez tous les lundis, qu'on vous livre la quintessence de leur projetation. Non, moi je pense qu'une fois de plus, nous 12 experts entre guillemets se réunissent pour débattre d'un questionnement. Mais ce questionnement là est tel qu'exprimé, moi je le trouve un peu réducteur. Je ne vois pas en quoi Paul Biya aurait peur. Il aurait pu demander pourquoi Paul Biya ne pense-t-il pas, qu'attend-il pour qu'il y ait une évolution? Parce que la majorité des partis politiques estiment qu'il y a des choses à faire parce que le code électoral du Cameroun n'est pas parfait. Il n'y en a même pas de parfait à travers le monde. D'ailleurs, vous n'allez qu'à même aux États-Unis, vous vous souvenez que lors de l'élection Trump, alors qu'avec un système de vote unique au monde, avec des grands électeurs, on a trouvé le moyen d'estimer qu'il y a eu des trucages et des tricheries. Donc, aucun code n'est parfait, mais les codes sont perfectibles. Le code
camerounais est perfectible, peut être perfectible puisque ça va dans le sens des acteurs. Mais seulement, moi je dis qu'il ne suffit pas de demander le toilettage ou bien un changement du code électoral. Il faudrait savoir, mais attendez, vous pensez que même si on change... Nous allons sortir de l'émission quand même. Oui, c'est pour ça que non, je suis en train de terminer. Vous pensez que un candidat qui n'est pas représenté, par exemple, dans toute la région de l'extrême nord, qui n'a pas de personnes qui votent en sa faveur, vous pensez que il va gagner une élection? Ce n'est pas la faute au code. C'est pas la faute au code. Ce sera la faute, à sa représentativité, ce sera la faute à sa présence sur le terrain. Donc, le code n'est pas seulement l'élément moteur pour l'expression de la démocratie. On a compris, la presse est donc disponible, vous aurez l'occasion de lire. Nous nous séparons, nous sommes vendredi et comme vous le savez, il a une amende à payer. Non. Il est revenu sans provision après nous avoir fait faute dans le vendredi. Allez, on va... J'ai eu des informations, j'ai entendu que vous êtes en train de faire un pot pour tenter de me renverser. Et ça, je vous le dis. Bon week-end à vous, chers téléspectateurs. Il y a lundi, chez 9h20 pour l'édition première de la semaine prochaine. Bon week-end.